Bonjour et bienvenue à la capsule santé Un peu de nerfs. Je m'appelle Jeanne et voici ma co-animatrice Laurence. Nous allons vous parler aujourd'hui du diabète et de ses complications neurologiques, en particulier l'une des plus communes, le pied diabétique. Le diabète est une maladie métabolique qui arrive au 6e rang des maladies mortelles en 2011 d'après Statistique Canada. En 2013, le diabète touchait presque 2 millions de Canadiens, ce qui représente près de 7 de la population. Il existe officiellement 3 types de diabète. Le diabète de type 1, le diabète de type 2 et le diabète gestationnel qu'on appelle aussi le diabète de grossesse. Dans la capsule aujourd'hui, on va traiter uniquement des impacts du diabète de type 1 et du diabète de type 2. Voyons d'abord la définition de la maladie et ce qui différencie le diabète de type 1 du diabète de type 2. En fait, le diabète est un désordre du métabolisme du glucose, donc du sucre, qui entraîne une hyperglycémie, donc une augmentation du taux de sucre dans le sang. La digestion des aliments qu'on mange rend disponibles les macronutriments comme les lipides, les protéines et les glucides dans le sang. Pour que ces éléments puissent être utilisés, ils doivent être absorbés par les différentes cellules du corps humain. Concentrons-nous uniquement sur le glucose. Le sucre est le carburant par excellence du corps humain et est le seul qui peut être utilisé par le cerveau. On comprend alors pourquoi son absorption est essentielle. Après un repas, la digestion des aliments rend le sucre disponible dans le sang. Il y a alors une augmentation de la glycémie. Pour une personne normale, cette augmentation du taux de sucre est perçue par les cellules bêta du pancréas, l'organe qui régule la glycémie. En réponse à ce stimulus, un pancréas en santé va sécréter dans le sang une hormone qu'on appelle l'insuline. Cette hormone va permettre l'entrée du glucose dans les cellules et donc de faire diminuer le taux de sucre dans le sang à des valeurs normales, soit entre 4 et 6 millimoles par litre. Chez une personne diabétique, il y a aussi une augmentation de la glycémie après un repas. En effet, tout comme une personne en santé, le système digestif rend disponible le glucose dans le sang. Toutefois, le travail du pancréas d'une personne diabétique est altéré par la maladie. Ainsi, la hausse de la glycémie ne sera pas corrigée par le pancréas en raison de la sécrétion d'insuline inexistante ou tout simplement trop faible. La glycémie reste donc élevée dans le sang, privant ainsi les cellules de leur substrat énergétique principal. Voyons maintenant ce qui différencie les deux types de diabète. Les causes du diabète de type 1 est la destruction d'au moins 90% des cellules bêta du pancréas, celles qui sécrètent l'insuline. Il n'y a donc aucune sécrétion d'insuline chez les diabétiques de type 1. C'est une maladie auto-immune qui se déclare habituellement avant l'âge de 30 ans. Les personnes sont majoritairement maigres et ce type de diabète touche 0,5% de la population générale. De l'autre côté, le diabète de type 2 est une déficience de la sécrétion de l'insuline par le pancréas et une anomalie de l'action de l'insuline en périphérie. Ce type de diabète se développe avec les années et les mauvaises habitudes de vie, comme la sédentarité et les mauvaises habitudes alimentaires. Ce n'est donc pas une maladie auto-immune. Il survient habituellement après l'âge de 40 ans et, dans la plupart des cas, les personnes avec ce diagnostic sont obèses. Finalement, le diabète de type 2 touche entre 6 à 10% de la population générale. Abordons maintenant les complications du diabète. Un diabète mal contrôlé peut entraîner des graves conséquences, par exemple des plaies qui ne guérissent pas, des problèmes rénaux ou même devenir aveugle. Il y a certaines de ces complications qui sont dues à une atteinte du système nerveux qu'on appelle les neuropathies diabétiques. La neuropathie diabétique représente tous les troubles périphériques ou autonomes du système nerveux qui sont reliés au diabète. Le risque de neuropathie augmente avec l'âge du patient, la durée du diabète et la gravité du déséquilibre métabolique. Quand la glycémie est mal contrôlée à long terme, elle peut endommager les nerfs de façon irréversible, ce qui modifie ou ralentit les influx nerveux. La glycémie élevée fait aussi rétrécir les vaisseaux sanguins qui alimentent les nerfs, ce qui les prive de leur apport en oxygène et diminue ou élimine leur efficacité. Selon l'Association américaine du diabète, il y aurait jusqu'à un diabétique sur 2 qui aurait des atteintes nerveuses. Il existe deux principales catégories de neuropathie diabétique. La première, la neuropathie autonome, touche le système nerveux central autonome. Il comprend le système nerveux parasympathique qui est activé lorsque l'organisme est au repos ou en phase de conservation d'énergie. C'est lui qui contrôle les fonctions involontaires du corps, comme lors de la digestion, du sommeil ou de l'écoute en classe.
À l'opposé, le système nerveux sympathique remplace le parasympathique en situation de stress. La peur et l'exercice physique sont des situations où le système sympathique prend le contrôle de la fréquence cardiaque et de la sudation, par exemple. C'est souvent le système nerveux sympathique qui est le premier à être touché par la neuropathie diabétique autonome. On observe alors des anomalies de la stimulation du système sympathique qui se traduisent par une fréquence cardiaque de repos élevée, de la constipation due à un retard de la digestion, des troubles de thermorégulation et des chutes de pression lors des changements de position rapides, qu'on appelle l'hypotension orthostatique. La deuxième catégorie principale de neuropathie diabétique est la neuropathie périphérique. Les extrémités, particulièrement les pieds, ont une atteinte des petites fibres nerveuses qui sont responsables de la sensibilité thermique et douloureuse et des plus grosses fibres qui sont responsables de la sensibilité tactile, profonde et superficielle, la profonde étant la proprioception. Il peut aussi y avoir une atteinte motrice qui entraîne une importante atrophie musculaire et l'instabilité du membre. Nous en venons donc au nerf de la guerre, le pied diabétique. Les pieds sont enfin une partie du corps très vulnérable aux complications du diabète de par leur rôle de contact avec le sol, ce qui les soumet à des forces de contrainte importantes. Ils sont continuellement soumis au poids du corps et à des forces de cisaillement lors des déplacements de la personne, et ils sont d'autant plus vulnérables au choc puisqu'ils sont souvent notre seul contact physique avec notre environnement. En plus, l'atmosphère confinée d'un soulier et la fréquente macération augmentent la possibilité d'installation d'infections et de moins bonne guérison des blessures. Ces circonstances se traduisent par une atteinte des pieds chez plus de 25% des diabétiques. Donc, lorsqu'elle est atteinte de neuropathie périphérique, la personne diabétique perd graduellement la sensibilité de ses pieds. Pendant cette dégénérescence qui est graduelle, elle peut ressentir de la douleur qui est aiguë ou pulsatile, des sensations de picotement, des brûlures ou rien du tout. La sensibilité des pieds est testée par le médecin annuellement à l'aide d'un microfilament de 10 grammes ou d'un diapason gradué, et ce, dès le diagnostic de diabète de type 2 ou suite à 5 ans de diabète de type 1 qui soit connu. Ces tests sont primordiaux, puisque la personne peut en venir à ne plus sentir ni la brûlure, ni la coupure, ni même la fracture. Elle devient donc à risque de se blesser sans s'en rendre compte et de laisser sa plaie s'infecter, gangréner et parfois même mener jusqu'à l'amputation. Il y a 7 amputations non traumatiques sur 10 qui sont dues au diabète. Une fracture du pied qui est non détectée peut mal se consolider et créer une déformation des articulations, ce qui entraîne des pressions et des surfaces de contact inhabituelles entre la peau et le soulier, ce qui augmente le risque d'ulcère. Le diabète entraîne aussi une diminution de la vascularisation des extrémités du corps, ce qui diminue la possibilité de guérison des plaies. Et il entraîne aussi une diminution de la sudation, ce qui fait que la peau des pieds est sèche et fissurée. Cette combinaison de facteurs fait du pied diabétique une condition qui est fréquente et à laquelle le patient doit être sensibilisé. Parmi les professionnels de la santé qui sont impliqués, l'ergothérapeute a un rôle principal de prévention des complications. Les interventions faites par les ergothérapeutes auprès des personnes atteintes du diabète peuvent être très variées. Avant tout, il est primordial de faire de la prévention auprès des patients afin d'éviter les complications de la maladie. En effet, les risques de plaies dues aux neuropathies du diabète peuvent être négligés par les patients. C'est pourquoi il est important d'enseigner les habiletés essentielles à l'autogestion du diabète et de la santé en général. Comme mesure de prévention, il est aussi possible pour l'ergothérapeute de donner des petites astuces afin de prévenir les plaies. Par exemple, mettre un miroir au bout du lit ou bien un endroit facilement accessible afin de faire une évaluation des pieds à chaque matin et soir. Il est aussi possible de mettre des bas de couleur pâle pour bien voir le sang traverser le bas s'il y a une blessure. Le choix des chaussures est aussi important et peut être guidé par un ergothérapeute. Il est important d'acheter des chaussures fermées. De plus, les souliers doivent bien être adaptés à la morphologie du pied, sans couture à l'intérieur et être souples sur le dessus afin d'éviter les ulcères et les blessures. Prenez le temps de faire un test de flexion et de torsion du soulier pour s'assurer qu'il correspond aux critères. De plus, la semelle doit être bien épaisse pour qu'aucun objet ne soit en mesure de la transpercer. L'ergothérapeute peut aussi prescrire des souliers préventifs et des orthèses afin de prévenir les déformations. Lors d'une lésion ou d'une déformation du pied, l'ergothérapeute peut aussi adapter les chaussures. Il existe des souliers adaptés prescrits aux patients afin d'améliorer la rapidité de la guérison de la plaie.
Ce type de chaussure permet de déplacer les zones de pression sur le pied afin de faciliter la guérison des tissus. Il existe une multitude de modèles et de choix, tout dépendant de la région de la lésion. Merci beaucoup d'avoir été avec nous cette semaine. La semaine prochaine, à la capsule Un peu de nerf, Laurence. La consommation de Ritalin chez les étudiants à l'université. Bonne soirée!